Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. Dans le sport, il y a parfois ceux qui trichent pour gagner et ceux qui doivent les démasquer. Dans ce domaine, une Québécoise, Christiane Ayotte, pourrait être appelée la Colombo du dépistage. Aux derniers Jeux panaméricains l'an dernier, à un an des Jeux olympiques de Sydney, 3 athlètes ont perdu leur médaille d'or pour cause de dopage. Mais combien ont échappé au dépistage de Christiane Ayotte, la directrice du laboratoire de contrôle antidopage, INRS Institut Armand-Frappier? C'est le seul laboratoire canadien accrédité par le Comité international olympique et les fédérations internationales. Les pressions sont fortes sur ceux qui cherchent à traquer les tricheurs et à dépister toutes les nouvelles techniques de dopage. Christiane Ayotte est une des grandes spécialistes. Elle est une pionnière dans le dépistage du dopage sportif. Nos collègues de l'émission scientifique Les Années-Lumière à la radio de Radio-Canada l'ont élue scientifique de l'année. Elle est notre invitée ce soir. Madame Ayotte, bonsoir. Bonsoir. Madame Ayotte, d'abord, félicitations pour cette reconnaissance de mes collègues des Années-Lumière. Ça fait bien des années qu'ils nomment à chaque année un scientifique de l'année. Comment vous avez réagi? C'est une extrême joie, un grand plaisir. En fait, ça tombait tellement bien parce que c'était juste avant décembre et en décembre, il y avait des procès qui s'accumulaient sur ma tête et je manquais un peu d'énergie, je dois dire. Il y avait un Américain, il y avait un des 2 Australiens aussi, et je devais aller témoigner en Australie. Il y avait 2 nageurs aussi pour la FINA, et je devais aller témoigner à Lausanne. Alors, tout ça m'apparaissait, disons, très nombreux pour un mois de décembre avant les fêtes, et ce prix-là m'a comme... Et toute l'équipe, on l'a pris comme ça, comme une reconnaissance de notre conviction, de l'honnêteté, de l'intégrité et du travail et du courage que l'équipe démontre dans ce travail-là. Là, vous me surprenez. Vous dites que vous avez des procès contre vous autres. Lorsque, par exemple, vous prenez un athlète en situation de dopage, on vous intente par la suite des procès? Soit des procès, ça c'est la dernière étape lorsque tous les remèdes administratifs auront été épuisés, mais les recours, effectivement, l'athlète a des recours une fois qu'il a été, un de ses échantillons a été trouvé positif. Il a des recours administratifs. Alors, il y a des étapes dans les tribunaux du sport, des tribunaux administratifs, mais éventuellement, ça peut aller en arbitrage international et par la suite en civil, aux États-Unis. Donc, ça pourrait aller des poursuites civiles contre vous, par exemple? Ça peut être fait et c'est fait aux États-Unis. Et dans le fond, c'est notre système nord-américain. Les 2-3 directeurs nord-américains, nous sommes parmi ceux qui sont les plus bousculés par le système. Quand vous n'êtes pas en procès, on l'a vu, on l'a dit, et c'est sans doute aussi une façon de bien reconnaître votre travail. L'année 99 n'avait pas été facile. J'ai parlé des Jeux panaméricains à Winnipeg, et là, on a découvert que vous pouviez subir des pressions assez importantes lorsque vous dépistez quelqu'un. Oui, je crois que autant qu'en 98, on a un peu levé le voile sur le cyclisme professionnel. Ouais. Et en 98, on a vu aussi qu'il y avait vraiment de l'élite, des gros noms. C'était les premiers cas après Ben Johnson, dans le fond, où il y avait de l'élite vraiment top de l'athlétisme qui était on pense positif. À Sotomayor, le Cubain. En 99, il y avait Linford Christie, il y avait eu Mitchell, il y avait eu Barnes, 2e infraction, Mary Slaney, tout ça, donc, était très nouveau. Et, bien, très nouveau. En tout cas, on le suspectait, mais là, c'était avéré, disons. Tandis qu'en 99, je crois que ça a levé le voile sur l'incapacité du système à gérer les cas positifs lorsque des gros noms, des vraiment gros noms étaient impliqués. Là, ça l'a démontré. En fait, nous, on le savait parce qu'on avait vu la difficulté pour des nations, pour les fédérations nationales, en fait, de juger objectivement d'une infraction de dopage impliquant les athlètes d'élite qui sont l'image non seulement de la nation, mais de la fédération. Nous, on savait que techniquement, c'était impossible. Ces athlètes-là étaient toujours exonérés au niveau de leur fédération nationale, sauf au Canada ou en Australie ou dans certains pays. Vous vouliez dire que quand on pouvait bien prendre les athlètes moins importants, mais on ne touchait pas à nos vedettes. Exactement. Puis ça a été démontré, je pense, avec Sotomayor, dans son extrême, où on a vu que, écoutez, ça a monopolisé jusqu'à Fidel Castro, qui a pris la télé pendant 2 soirs pour dénoncer le complot, la manipulation de la CIA à notre, évidemment, on s'y attend, nous, on le sait, mais qu'un chef d'État aille, en fait, se mettre les 2 doigts dans le tordeur, comme ça, jusqu'au coude, c'était très spécial. On a même dit de vous que vous étiez une agente du CIA. Oui, infiltrée par la CIA. Alors, c'est malheureux, mais on fait tout ça sans s'en rendre compte. Alors, mais ce que vous venez de me dire, ce qui nous démontre que
le dopage dans le sport professionnel n'est pas uniquement l'affaire des athlètes. C'est un système, donc beaucoup plus important. Effectivement, il y a un système. Je ne peux pas jurer et on ne peut pas dire que c'est comme ce qu'on voyait dans les pays du bloc de l'Est, l'ancien bloc communiste auparavant. Oui, on avait quelque chose d'étatisé. Les nageuses de l'Est, de l'Allemagne de l'Est. Exactement. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est une espèce de laisser-aller. C'est l'espèce de laisser-aller après un résultat positif. Il n'y a pas un pays au monde qui accepte un résultat positif avec un grand sourire. Rappelons-nous, Johnson, en 88, les mois du gouvernement canadien, les mois de notre comité olympique canadien, et tout le monde cherchait le sabotage, le manipulateur. Alors ça vale jamais facilement un résultat positif. Sauf que lorsque les structures qui jugent de ces infractions-là sont indépendantes, alors à ce moment-là, on a moyen, peu importe qu'on soit un millième, un centième ou un premier, d'avoir un jugement équitable. Et à ce moment-ci, ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai fait une chronologie que j'ai présentée à mes confrères. On avait une réunion à Monaco en octobre, de tous les événements dans lesquels j'avais été impliquée ces dernières années. Et on voit que le rang de cet athlète est extrêmement important, que lorsque les premiers sont impliqués, les cas ne se règlent pas avant 2 ans, 3 ans et même 5 ans des fois. Alors qu'un centième, ça se règle en quelques mois. Mais, Mme Ayotte, il y a eu l'affaire Ben Johnson. Comment se fait-il qu'après l'affaire Ben Johnson, on ait eu l'affaire Christie, l'affaire Mitchell, Sotomayor? Comment se fait-il qu'on croit encore qu'on puisse déjouer le système de dépistage? Parce qu'on a été très négligent. Moi, je vous dirais, et je dis on en acceptant le blâme collectivement de ce système-là, on a mis quelques mesures en place rapidement et espéré que ça fonctionne. Mais lorsqu'on se replace en 80, à la fin des années 80, évidemment, l'exemple de Johnson a été un fouet, un coup de fouet, une cravache publique, mais auparavant, il ne se faisait pas de tests hors compétition. On ne faisait que quelques tests au moment des compétitions et il a bien été documenté que ces athlètes-là pouvaient monnayer leur participation à des grands prix ou à des compétitions en autant qu'ils n'étaient pas testés, que leur nom n'était pas dans le chapeau. Je vois encore... Le nom, il était assuré. Des fois, oui, exactement. Ça a été dit par Johnson lui-même. Alors, ça, c'était une partie. Mais là, maintenant, c'est vrai qu'il y a des tests hors compétition, mais c'est la fréquence. Aller chercher un athlète au moment de sa saison active, le tester 100 fois, bon, c'est bien, c'est déjà ça. À tout le moins, on met un rempart envers ce qui existait il y a 30 ans, qui étaient des athlètes qui mouraient ou qui décédaient d'accidents cardiaques dus à l'abus d'amphétamines. Au moins, on met une barre. Mais encore, il faut bien voir que ce ne sont pas tous les athlètes qui vont se présenter qui sont testés et que pendant leur saison de repos, souvent, on n'est pas là. On les cherche, ils ne les trouvent pas. Alors, il faudrait... Effectivement, il y a beaucoup de devoirs à faire. Il faut assainir aussi. Dans certains pays, les législations sont différentes. Dans certaines fédérations, c'est différent. Il faut que cette agence internationale dont nous assistons... L'Agence mondiale internationale qui doit naître. Et on dit d'ailleurs que, bon, vous allez dire, il faut que cette agence voit le jour et qu'elle soit efficace et qu'elle s'attaque à ce problème criant. Ce n'est pas encore de refaire l'histoire des laboratoires. On est solide, on sait où on s'en va. On a besoin de moyens financiers pour nous soutenir dans certains pays et soutenir la recherche. Mais on a besoin que cette agence fasse des règlements qui sont équivalents pour tous les athlètes et qui seront appliqués de la même façon dans tous les pays, par toutes les fédérations, peu importe le rang, le niveau de l'athlète. D'ailleurs, on entendait le ministre, je pense, c'est le ministre Coder, qui était très optimiste d'avoir l'Agence mondiale ici à Montréal en s'appuyant sur votre réputation. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un souhait que vous auriez d'avoir cette Agence mondiale à Montréal? Disons que ce que j'aimerais, j'aimerais que l'Agence soit placée dans les meilleures conditions pour être efficace et pour réussir. Alors, présentement, il y a des gens qui font partie, qui ont déjà été nommés dans cette agence, et j'espère bien que ça ne sera pas une énorme tour de Babel parce que composée de trop d'individus d'intérêts divergents, hein? Des politiciens, des gens de fédération, des gens du CIO, des athlètes, c'est bien beau, mais c'est énorme. Après, il faut savoir mettre en place des mesures concrètes.
Alors, j'aimerais bien que cette agence soit placée dans les conditions optimum pour être efficace. Et j'aimerais qu'ils écoutent donc les gens qui sont à la ligne de front, soit les laboratoires. Et présentement, il n'y a pas de représentants des laboratoires dans cette agence. Il n'y a pas de gens qui sont sur le front, à part de certaines personnes en qui j'ai éminemment confiance, mais nous ne sommes pas là. Alors que l'agence vienne à Montréal, évidemment que j'aimerais, parce que on pourrait montrer notre réseau scientifique, le mettre en valeur, et c'est un réseau qui est intègre et efficace. On va en parler de ce réseau scientifique, mais dites-moi avant, j'aimerais revenir à vous. Comment se fait-il qu'on vous retrouve, vous, jeune chercheur, en quelque sorte, dans cette situation de dépistage? Qu'est-ce qui vous a amené vers le dépistage dans le sport? Remarquez que je pourrais dire aussi, une fois cette histoire de carrière amorcée, que si j'ai accepté de le mettre public, d'en parler publiquement, c'est qu'on est venu me chercher. Oui. Lorsque on a commencé à dire que ces tests n'étaient pas bons, que les méthodes n'étaient pas bonnes, à dire des grossièretés scientifiques, nous sommes sentis interpellés en tant que scientifiques et chercheurs. Et nous avons dit qu'il nous fallait aller sur la place publique pour en parler, pour dénoncer cette hypocrisie ou le message des athlètes qui se dopaient et de leurs avocats. Alors bon, qu'est-ce qui m'a amené là-dedans? C'est un concours, les carrières ou les aboutissements, en fait, de cheminement académique. Ce sont des concours de circonstances, ce sont des choix, ce sont des hasards et ce sont des rencontres. En tout cas, dans mon cas, il n'y avait pas de plan de carrière au début. Ce qui a été... Pas de carrière dans ce domaine-là. Non, même à tout le moins en chimie. En fait, ce sont des rencontres avec, surtout en sciences. La science, la chimie, combien de gens vont dire « Ah, mais mon Dieu, la chimie, qu'est-ce que c'est austère? Qu'est-ce que c'est rébarbatif? La même chose que la physique. » Et pourtant, lorsque un jeune, comme je l'étais, rencontre des gens qui sont passionnés, qui aiment enseigner, ce sont des sources de vocation et des sources d'intérêt dans les sciences. Alors, au cours de mon parcours académique, il y a eu des gens au collège secondaire où j'étudiais, il y a eu des gens après ça au cégep. Toute dernière session, il me restait un cours à prendre en chimie. J'ai pris un cours en chimie organique et le professeur, qui était d'ailleurs mon cousin Germain, a suscité un intérêt en chimie. Et par la suite, à l'université, quelques professeurs m'ont marqué par leur intégrité, leur amour et l'étendue de leurs connaissances et le plaisir qu'ils avaient à manipuler de la chimie, à penser chimie. Alors, par la suite, j'ai fait des études graduées avec le professeur Gravel. Et je faisais de la photochimie, des études éminemment théoriques, mais éminemment intéressantes pour mon cerveau. En fait, mon cerveau y trouvait un grand plaisir. Mais vous n'étiez pas la Quincy, si vous me passez l'expression. Vous n'étiez pas la Colombo à ce moment-là du dépistage dans le domaine sportif. Est-ce que vous êtes amateur de romans, de séries noires? Est-ce que vous avez de films de détectives? Ou... un peu, je dois avouer. Ce que j'aime, en fait, de mon travail présentement, parce que de fil en aiguille, ça a fini à aboutir, que la technique était là et c'est la problématique scientifique qui en est une d'étude du métabolisme de médicaments en même temps que de chimie analytique qui est éminemment intéressante pour moi et qui me convient bien. Là où je trouve un plaisir supplémentaire, effectivement, c'est que ça débouche et que ça a une portée sociale et que ça débouche sur l'humain et l'individu et sa connaissance qui est une autre de mes passions. J'aime bien apprendre à connaître les gens. Et en fait, le milieu du sport élite, ce sont des icônes qu'on approche ainsi par le côté. Et c'est tout un système de héros. Ce sont les héros des jeunes. On exprime beaucoup par le sport. Très intéressant de les rencontrer. Ce sont des héros parfois déboulonnés. On va faire une courte pause et on en parle immédiatement après. Mais on avait l'écoute ce soir de Christiane Ayotte, de la Colombo de l'antidopage, la scientifique de l'année pour nos collègues de la radio, Les Années-Lumière, l'émission scientifique à la radio. Madame Ayotte, est-ce que vous êtes une femme naïve? Ou parce qu'on a l'impression que plus vous trouvez, plus on cherche des moyens que vous ne trouviez pas, que vous ne puissiez pas trouver? Dans ce sens, disons que je dirais plutôt, à mon avantage, que je fais preuve de persévérance et d'acharnement. Oui. Alors, il y a ce défi scientifique de toujours essayer de détecter ce qui est nouveau parce que nous gardons toujours en arrière de notre tête que notre client
où notre motivation principale, ce sont les athlètes, ce sont les jeunes, ce sont les gens qui composent la société, ce sont finalement nos humanités, notre parcelle d'humanité qu'on essaie d'utiliser, la vulnérabilité qu'on essaie d'attaquer. Alors, tout ce système-là autour des athlètes qui développent des potions miracles, bien, on va mettre nos meilleures énergies à essayer de les dépister. Mais avez-vous les mêmes moyens? Parce qu'il semble bien que, écoutez, on dit même aujourd'hui, des voix se font entendre. Puisque vous devenez efficace, il y a même des voix qui se font entendre pour dire il y a trop de produits considérés comme des produits dopants. Pourquoi ne laisse-t-on pas aller les choses tout simplement, puis bon, que les plus drogués l'emportent, si on peut s'exprimer ainsi? Oui, en fait, je trouve qu'on jette la serviette un peu vite et il faudrait peut-être demander aux athlètes eux-mêmes si les athlètes, effectivement, sont prêts à tous se doper. Moi, j'en ai rencontré des athlètes qui avaient une belle tête, qui étaient des individus responsables, qui aimaient prendre des décisions sur leur devenir, et eux ne sont pas du tout intéressés à être utilisés comme un poulain ou comme un cheval ou comme une voiture ou une bécane ils n'ont pas intérêt à être utilisés par les autres. Alors, c'est eux qu'on doit protéger. Moi, je ne suis pas prête à dire que tous les gens sont prêts, tous les athlètes sont prêts à se doper. Par ailleurs, ces élites-là tirent tout le reste, tirent tous les échelons et ça tire ça tire tous les rangs de l'élite intermédiaire et ça tire vers les jeunes aussi. Et c'est ce qu'on voit malheureusement. Mais prenons deux exemples. Prenons tout d'abord un exemple. Il y a eu le championnat de hockey junior où, à l'intérieur de l'équipe canadienne, on pouvait lire que les jeunes commençaient un programme de suppléments alimentaires, je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Pourquoi faut-il donner à des jeunes athlètes, à des jeunes dans la force de leur puissance, je dirais, des suppléments pour les faire performer? Et ça, on ne considère pas ça comme du dopage? Moi, personnellement, pour moi, ce n'est pas techniquement du dopage parce qu'on ne parlait pas d'une substance qui était sur la liste. Mais si vous me demandez l'intention, elle est évidente qu'il s'agit d'une intention de dopage. On leur donnait quoi? On parlait d'un coenzyme, l'ubiquinone 10, c'est-à-dire le coenzyme Q10. Et tout ça, là, il faut bien voir que c'est une attaque à notre intégrité d'humains et d'individus avec une logique et une capacité de choix. On tente, et je dis on, l'industrie du supplément et l'industrie, même on peut aller plus large, l'industrie pharmaceutique, mais visons le supplément parce que ça touche tous les gens. On tente de nous faire... Ça nous touche même, nous, dans oui, ce exactement. On n'a pas des suppléments alimentaires. Les suppléments alimentaires, bon... On est en train de nous faire accroire et de nous faire... On prend maintenant pour acquis que la nourriture et les habitudes de vie ne peuvent plus nous permettre de vivre, de respirer, de pratiquer nos activités de base. Les gens s'imaginent avoir besoin de glucosamine, de cartilage de requin, de créatine, de carnitine, d'arginine, je pourrais vous en nommer à pleine page, d'échinacée pour être capable de vivre et de fonctionner. Ils ont perdu toute confiance dans l'alimentation en se disant, et je l'entendais d'ailleurs la semaine dernière à la télé, oui, les aliments ne peuvent plus contenir les éléments nutritifs dont nous avons besoin, c'est du transgénique. Alors, on utilise cette peur-là par un marketing qui est éminemment puissant et bien organisé. On cible des groupes, on vise des groupes de la population. Les personnes âgées, les aînés sont ciblés aux États-Unis avec des précurseurs d'hormones, la DHEA, l'androstendione, le Viagra. On cible les jeunes, les athlètes et on leur vend des produits designers qui sont là dit naturel. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas inutilement un transfert d'argent? Et ces produits-là sont tout simplement une surcharge pour notre organisme et sont tout simplement excrétés dans l'urine. Donc, vous voulez dire que quand nous regardons la situation des Olympiques, on devrait commencer peut-être par regarder nos propres comportements face à ce qu'on nous soumet. Effectivement. Et ça part des athlètes et ça part aussi de nous et de nos croyances générales qu'on ne peut plus rien faire si on n'a pas du supplément, Et ce qui est éminemment triste là-dedans, c'est qu'on perd confiance en nos moyens d'atteindre et de se dépasser. En fait, on ne peut plus être bon si on n'a pas, et même excellent, si on n'a pas une aide extérieure. C'est éminemment triste. Mais d'où peut vous venir l'espoir ou le désir de continuer? Le deuxième exemple, j'allais donner, on a eu le cyclisme, le Tour de France, le cyclisme international, où là, il y avait un système de dopage. Autrement dit, qu'est-ce que vous trouvez qui vous permet de penser
que le système va s'amender, que les gens vont vouloir avoir des jeux propres, des compétitions internationales propres, alors que si on trouve que c'est tout le système qui est impliqué? Ce qui me pousse, c'est que je ne peux pas m'empêcher, moi, de voir les rapaces qui sont autour de ces athlètes-là. Les rapaces qui cherchent à faire de l'argent sans penser plus loin, sans voir. Alors, c'est ce système-là, moi, qui m'agresse tout particulièrement et que j'aime bien dénoncer. Et nous sommes plusieurs à le dénoncer présentement. On commence à avoir, bon, je veux bien être porte-parole ou image l'antidopage, mais il y a au Québec un groupe de prévention qui commence à se lever tranquillement. Il y a Mme Lorentz à la GRC qui est allée voir les jeunes, leur poser des questions. Il y a des programmes d'éducation, de sensibilisation. On va commencer à être plusieurs à se rebiffer et à ne pas laisser ces choses-là se passer. Effectivement, au Tour de France, on a vu un système qui était particulièrement insupportable. Une équipe professionnelle, des athlètes qui devaient participer à un pool pour acheter un paquet de produits et des médecins qui s'arrangeaient avec les ordonnances, les traitements. On parle bien d'écurie dans ces... je crois qu'il est très à propos de parler d'écurie. Comment pensez-vous qu'un médecin qui est engagé par une équipe pour donc faire fonctionner une équipe, c'est-à-dire arriver à des buts, ait l'intérêt individuel de ces athlètes-là et de ces humains-là à cœur? Non. C'est de pervertir nos désirs les plus profonds et notre humanité. Mais là, il y aura... On se prépare tous pour les Jeux de Sydney en Australie. Bon, je vous dirais, quel est votre plus grand problème face à ces Jeux? Qu'est-ce que vous pensez qu'on a mis au point pour vous empêcher de dépister? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas... Malheureusement, nous nous nuisons nous-mêmes dans certains cas. Évidemment, on parle de jeux propres, là, puis ça me fatigue un peu, cette expression-là. Qu'est-ce que c'est des jeux propres? Qu'est-ce que c'est, en parlant de salissage alors qu'on a affaire à du dopage, prenons une distance. Ce qu'on a vu comme problème les Olympiques précédentes, c'est la gestion des résultats. Les commissions médicales sont faites de gens qui sont intègres, mais souvent, les analyses continuaient des jours après la fin des Jeux, puis bon, il y a des résultats qui sont... Alors, il y a un climat de suspicion qui s'est établi envers tout le système que les cas risquaient de ne pas être traités ou pourraient être mis sous la couverte. Donc, il est important qu'il y ait un système objectif qui soit mis sur pied. Ce qui serait éminemment souhaitable, c'est que tout le monde qui se pointe à Sydney ait été testé dans l'année qui précède, à tout le moins 6 fois, mais disons au moins 2 fois. Et ça, malheureusement, ça n'aura pas été fait. Alors, les athlètes qui veulent se doper ou les athlètes qui sont forcés à se doper le sont par des gens qui s'y connaissent et ils vont arriver au jeu en ayant carrément... C'est ça, c'est pas seulement les substances que nous ne pouvons pas détecter et qu'on aimerait bien avoir de l'argent pour avoir un peu de recherche et pas tout développer sur le bras, là. On aimerait bien qu'il y ait collaboration. Mais c'est pas seulement ça le problème majeur, c'est que les bonnes vieilles dopes de l'arsenal pharmaceutique peuvent être utilisées parce que l'athlète court le risque de ne pas être testé ou... Bon, mais j'allais vous poser la question, pourquoi ne pas tester tout le monde? Parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop gros, parce que ce sont des tests tellement sophistiqués que ça coûte déjà une fortune établir en équipement un laboratoire. C'est tellement sophistiqué, ces tests-là, il y a tellement de médicaments et de dope que, il faudrait doubler les coûts. Mais est-ce qu'on pourrait dire tester systématiquement tous les médaillés? Oui, c'est souvent fait. Les médaillés et un au hasard, c'est souvent fait, mais il faudrait qu'auparavant, le travail ait été fait sur le terrain, soit par les fédérations internationales, parce que malheureusement, il n'y a qu'une poignée de fédérations internationales qui s'investissent dans des contrôles à l'année longue. Et malheureusement, ce sont celles qui ont la plus mauvaise réputation parce qu'elles ont des résultats positifs. Elles dépistent les athlètes, tandis que celles qui ne font rien vivent dans l'hypocrisie en disant, nous, dans notre sport, il n'y a pas de problème. Donc, il aurait fallu une faire fédération qui fait son travail pourrait très bien peut-être perdre ses subventions, perdre des avantages parce qu'elle a fait son travail de dépistage. Perdre ses sponsors au niveau international. Regardez comment l'athlétisme est montré. Et c'est sûr que dans l'athlétisme, il y a une problématique d'argent qui est nette. Il y a une déification des athlètes qui peut être un terreau propice au dopage. Mais c'est une des fédérations qui fait le plus de tests et qui est impliquée dans un programme international. Et tout le monde dit l'athlétisme, c'est pourri. Il y a des résultats positifs.
Posons des questions aux fédérations qui ne font rien. La vaste majorité des fédérations, la grande majorité, ne fait rien. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de programme sérieux et rigoureux. Alors, on est une poignée, en fait, à agir. Et c'est pour ça qu'il est temps que ça se répande et que ça se conscientise. Disons-nous bien aussi que le dopage est une affaire de pays riches. Les laboratoires accrédités, les programmes antidopage, c'est pour l'hémisphère nord. L'hémisphère sud, il y a encore un cynisme. Ces athlètes-là ont des bourses, vont s'entraîner dans des pays, on les dope, ils reviennent positifs, on les renvoie chez eux. Alors, il y a une espèce aussi de cynisme face aux pays du Sud et un manque d'appui et d'aide. Est-ce que vous pensez qu'un athlète, en quelques secondes, qu'un athlète qui ne se dope pas a des chances de médaille à Sydney? Moi, je les crois quand ils me disent que dans certaines disciplines, ils peuvent réussir à atteindre leur but sans se doper. Évidemment que dans certaines autres disciplines, on ne les a pas aidés du tout. Et vous croyez beaucoup à l'athlète? Ah, je crois à l'homme, je crois à l'athlète, je crois à l'humanité. Et vous aimez le sport? Et j'aime aussi certains sports. J'aime le sport, j'aime plus que certains sports, comment certains sports sont pratiqués, mais j'aime le sport, oui. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas uniquement la chasse aux sorcières ou la chasse aux dopés que vous faites. Absolument pas. Même c'est très inintéressant. C'est l'athlète et c'est l'humanité pour laquelle nous travaillons. Notre client, c'est l'athlète. Christiane Ayotte, je vous remercie beaucoup et encore une fois, toutes nos félicitations pour cet honneur qui vous échoit, athlète de l'année. Je vous remercie. Non, pas, ben oui, tiens, athlète de l'année. Quant à moi, je vous dis au revoir. À demain.